Alors, hello Evelyne, Hello, voilà, tu as raison, pas de panique, pas de panique. tu m'entends bien, il n'y a pas de souci, l'image Non, est bonne, il n'y a je pas de... t'entends très bien, je t'entends très bien. C'est plutôt ma caméra, je ne sais pas comment la mettre pour pas occuper tout l'espace là. Comme Ah, ça va, comme ça va? oui, oui, nickel, impeccable, impeccable. Donc c'est toi qui vas être modératrice ou comment vous pensez faire? Eh bien, on avait pensé, Marie-Marthe, Voilà, et puis donc je vais quitter et je vais vous passer la main donc à l'une d'entre vous, sans doute Evelyne, si j'ai le choix. Oui, Evelyne est déjà cochée par défaut, donc voilà. Eh ben bon webinaire, Merci beaucoup. merci, Merci bonne Claire. soirée, au Au revoir. revoir. merci. Alors, donc Hélène, on fait une petite présentation au début rapide pour rappeler à tout le monde les fonctionnalités et rappeler comment poser les questions. Euh, Mhm. donc, c'est moi qui fais ça. Ensuite, je passe la parole à Evelyne qui vous présente. Et puis après, voilà. Mm. D'accord. Je vais plutôt un peu lire. Donc, est-ce que si je fais comme ça et comme ça va? Mais bien sûr. Ça Ouais. Mais va? oui, On voit mais quand même. oui, 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 oui. Baisse un peu la tête pour lire. voilà. D'accord. Pour vous rassurer, il paraît qu'il y a 209 personnes. 209. Oui, Ah bah dis donc. Très bien. Et d'habitude, il y a combien? C'est à peu près le standard de Oui, oui, c'est à peu oui. près la jauge, oui. Bon, c'est bien. Mais Ça marche bien. ça veut dire aussi que c'est un sujet qui intéresse. Mm. C'est important. Hmm. Hmm. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Oui, ça Euh, va. à la fin, Marie-Martine, Oui. pourra préciser le prochain? Euh, le- euh, Pas forcément. non, non, parce que à mon avis, on va se revoyer. Mm. 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 C'est le risque. Est-ce que le prochain, c'est sur quoi? Euh, C'est sur les accompagnants dans la cité, les bénévoles dans la cité. oui, Mhm. mais ouais, Nous ouais. n'avons pas encore d'intervenants bien définis. D'accord. Justement, si, mais on en a parlé ce matin, Evelyne. Ah, Ouais. Est-ce que vous allez dire que j'ai publié un livre sur le... oui, Oui, vous à l'avez? l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie. Vous voulez que je le montre ou vous l'avez? Ou c'est pas la Je, peine de le montrer? non, on ne l'a pas, mais Oui, à la fin, vous pouvez le remontrer, d'accord, alors je vais le je, chercher. je pense, ouais. Je le trouve. Ok. Mm.
On Ouais, devrait avoir... Ah, ok, ok. très bien. Mm. On devrait avoir une petite musique de fond, hein, ce serait bien. Alors, je vais en mettre une. 56. On va essayer de... On démarre à l'heure hein, pour laisser... Mm. Ah, je trouve plus ma musique. Alors, pour répondre à la question, non, nous ne vous entendons pas. Et c'est le réglage normal. Mm. À ceux qui viennent de lever la main, nous vous le redisons, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir en direct, hein. Voilà. Vous nous entendez, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Hop. Il n'y aura que nous trois à l'écran. Oui. Oui, et Mm. puis quand vous commencerez, on vous laissera on vous laissera la place. D'accord. C'est ça qui est difficile en Zoom, je trouve que c'est de se parler à soi-même. Oui. Hein, c'est vrai, hein, c'est difficile, je trouve, de se voir. Mm. Après, on peut rester pour vous soutenir, hein, si vous voulez. Alors, 18h. 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 Tac. Alors, bonsoir. Donc, bah, nos noms sont écrits hein, sur l'écran. Donc, je suis Marie-Martine Georges, co-responsable du Collège des bénévoles avec Evelyne.
Ce webinaire vous est proposé par le Collège des bénévoles ce soir et nous accueillons donc Hélène Viennet qui est psychologue et qui nous propose ce webinaire intitulé « Accompagner les aidants ». Evelyne, tu présentes Hélène? Voilà, donc Hélène Viennet, psychologue et psychanalyste, vous êtes à Paris, vous êtes membre de l'association pour le maintien du lien psychique en réanimation et de la Société psychanalytique freudienne. Vous avez travaillé dans des services de soins palliatifs à l'hôpital, intervenu longuement au domicile auprès des patients et des familles, des malades atteints de maladies graves, dans le cadre d'un réseau de soins palliatifs. Et vous animez régulièrement des groupes de parole pour des soignants ou des bénévoles. Vous intervenez dans différents DU soins palliatifs, éthique et répit. Toute activité qui vous donne une parfaite légitimité ce soir et une grande compétence pour nous parler de cet accompagnement des proches. À la fin de votre intervention, nous aurons aussi la possibilité de voir, vous présenterez juste physiquement votre livre « À l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie ». Voilà. Alors, à tous ceux qui sont là, d'abord, merci de votre présence. Vous êtes nombreux et nous sommes absolument ravis que ce sujet vous ait rassemblés. Et je vais laisser la parole à Hélène qui va pouvoir vous transmettre toutes ses connaissances et ses compétences. Merci beaucoup, Hélène. Alors, Merci. pardon, Hélène, avant de vous laisser complètement la parole, quelques précisions pour faciliter les questions. Dans l'onglet « Discuter » en bas de votre écran, vous pouvez envoyer vos bonjours, plein de souhaits, etc., échanger entre vous. Mais pour faciliter les questions après l'exposé d'Hélène, je vous demanderai de écrire vos questions dans l'onglet Q et R, questions et réponses. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. D'abord, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre invitation. Je suis très heureuse de venir vous parler de mon travail aujourd'hui et de ces proches aidants qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, à l'écoute des proches aidants, c'est un titre qui peut tout d'abord surprendre. Comment ça ne surprendrait pas? Car comment oser parler des proches et de la difficulté pour les proches alors qu'à l'évidence, rien n'est plus difficile que d'être malade? Qu'à l'évidence, ce sont d'abord les malades qui ont besoin d'être accompagnés. Ne sont-ils pas les premiers à en souffrir? Il s'agira nullement ce soir de minimiser les besoins et les embarras des malades, mais de prendre en considération les proches et leur difficile place dans la réorganisation à laquelle oblige la maladie grave. Bien sûr, lorsqu'un nouvel équilibre est trouvé, et souvent après coup, nombre de proches pourront dire qu'ils ont eu des relations très riches, que la qualité des liens était formidable, qu'ils ont pu rencontrer et aimer vraiment leurs parents, avec une douceur nouvelle, un apaisement inespéré dans les relations. Mais l'aide n'apporte pas forcément douceur, n'apporte pas forcément douleur, n'apporte pas forcément ce qu'on espère. Et j'évoquerai ce soir surtout des situations qui confrontent à l'isolement, à l'immense fatigue, à l'agressivité, à la violence, ou même à la mise en échec de toute nouvelle proposition qui faciliterait le quotidien. Dans ces aides, il y a ce qui se nomme dorénavant et assez familièrement le répit. Le répit, ce sont des actions possibles pour venir en aide aux malades et aux aidants. J'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, la question pour moi, la question cruciale, est de savoir comment se reconnaître aidant. Puis, comment demander de l'aide? Comment se faire aider quand on aide? Serait-il possible de trouver un peu de répit? Voilà ce que je vais en quelques points développer avec vous. Car il me semble en effet que la première difficulté sera pour tout proche de se reconnaître aidant.
On entend beaucoup parler des aidants, mais les aidants ne se reconnaissent jamais d'emblée comme des aidants. Et pour vous le faire entendre, je vais tout d'abord vous raconter une histoire. Car il me semble que rien de tel que des histoires pour entendre ce qui ne peut se dire autrement. Je vais vous raconter une histoire et je vais vous proposer, vous, d'écrire sur un petit bout de papier tout ce qui vous vient en tête au fur et à mesure de mon exposé pour que vous puissiez après discuter. Car il me semble que non seulement c'est les histoires qui nous enseignent, mais c'est aussi votre capacité à vous de pouvoir faire des échos avec ce que je vais vous évoquer. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout vous donner un savoir surplombant, mais je vais essayer de vous donner des outils pour qu'on puisse penser ensemble, qu'on puisse travailler et surtout que ça puisse vous faire associer avec des choses que vous avez vécues et qui vous posent des questions. Alors, mon histoire, c'est l'histoire de Lady Chatterley. Lady Chatterley, vous voyez, c'est un roman de Lawrence, l'amant de Lady Chatterley. Et ce livre, hein, il n'évoque pas d'emblée les questions du soin, de la lassitude ou du répit, non. L'idée qu'on en a, ou le souvenir qu'on en a, c'est plutôt un récit érotique. Mais le lire, c'est comprendre qu'avant d'être un hymne à l'érotisme, ce roman nous fait entrer dans le vif du sujet de la solitude et de la fatigue de l'aidant et de sa culpabilité à aller vers un ailleurs. Lady Chatterley, en effet, avant toute passion amoureuse avec le garde forestier, est la jeune femme du châtelain, qui est revenue du champ de bataille hémiplégique et taiseux. Nous découvrons dans l'adaptation cinématographique du roman de Lawrence, réalisé par Pascal Ferrand, que vous avez peut-être vu récemment, il est passé sur Arte, je crois l'année dernière. On découvre dans ce film et dans ce roman une femme lasse, ne sachant même pas qu'elle est lasse. Une femme belle, si belle, ne sachant même pas qu'elle est belle. On voit dans ce film l'héroïne qui se regarde dans le miroir et qui semble vraiment interloquée par l'image de son corps. Elle se regarde comme si elle demandait au miroir de lui renvoyer un reflet d'elle qui pourrait lui redonner des contours, lui redonner de la force. Un reflet qui aurait le pouvoir de lui rendre les sensations de son corps, des sensations qu'elle a perdues, des sensations de son propre corps, de son corps à elle, parce qu'elle l'a oublié. Elle l'a oublié parce qu'elle est tournée nuit et jour vers le corps de son époux. Je dis bien vers le corps de son époux, car il me semble que leur âme ne se rencontre plus guère. Les véritables échanges sont rares, les discussions, les connivences ont un peu disparu. On les voit un peu taiseux l'un avec l'autre. Chaque matin, elle le lave, chaque soir, elle le couche. On peut imaginer aisément que tout au long de la journée, ses pas et ses activités sont orientés vers lui. Mais elle en perd tout désir personnel. Elle ne sait même plus qu'elle possède en elle des trésors. Elle ne sait même plus ce qui pourrait l'animer. On la voit lasse, assise devant une tasse de thé, rêveuse, le regard dans le vague, sans horizon. Lasse, si lasse qu'elle ne peut plus aligner 3 notes de piano, oubliant même qu'elle sait jouer. Lasse, si lasse qu'elle ne trouve aucun répit, sauf peut-être lorsqu'elle s'allonge au fond de son lit en pleine heure de la journée. Elle est faible, de plus en plus faible et absente. Elle ne peut ni penser à d'autres lieux, ni envisager quelconque soutien, car elle ne sait pas, hélas. Elle pense que cela va passer, qu'elle est juste un peu fatiguée, qu'elle va faire une petite sieste. La question de ce qui lui arrive n'est pas du tout une question qu'elle se pose. Elle n'a aucun recul sur la situation qu'elle est en train de vivre. Elle continue, et c'est ce qu'elle doit faire, à s'occuper régulièrement de son époux. Heureusement, sa sœur arrive. Elle vient leur rendre une visite, et on la voit dans ce film, dans sa petite voiture, qui arrive comme ça, qui monte une marche, toute pimpante, pleine d'énergie, mais qui est bien surprise de ne pas voir sa sœur, et qui la trouve dans sa chambre, couchée, sans force ni couleur. Son regard extérieur
arrivant dans la maison, hein, prend la mesure de ce qui jusque maintenant était tu. Et son regard vient révéler l'état de fatigue extrême. On voit là que seule la présence d'un regard autre, d'un autre arrivant, de quelqu'un qui arrive de l'extérieur dans la maison, peut bien souvent prendre la mesure de l'effondrement. Prendre la mesure de ce qui ne pouvait se reconnaître ni par le soigné, ni par l'aidant. Son extrême fragilité, à Lady Chatterley, passait jusqu'alors totalement inaperçue. De tout le monde, mais surtout d'elle-même. Elle continue d'ailleurs à en douter quand sa sœur lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il faut absolument voir un médecin. Viens, lève-toi. » Elle lui dit « Ne t'inquiète pas, cela va passer. C'est juste une petite fatigue passagère. » Mais la sœur est bien inquiète et elle l'oblige à aller consulter le médecin. Lady Chatterley, elle s'y soumet. Elle dit « D'accord, mais on voit bien dans son air qu'elle accepte en se disant « Tu verras bien qu'il ne va rien trouver. Que ça ne sert à rien, qu'il va perdre son temps, et puis toi aussi, et puis moi aussi. » Et pourtant, lors de la consultation, elle n'a pas rien. Le médecin la met en garde contre son extrême fatigue et contre sa faiblesse. Et il lui demande instamment d'y remédier. Il faut vous reposer. Mais comment y remédier? Voilà bien la question qui va se poser à tout proche devenant aidant. Comment se reposer? Tout d'abord, comment faire entendre à Lady Chatterley qu'il est indispensable que quelqu'un vienne prendre le relais? Puis comment le faire entendre ensuite à son mari, le châtelain? Dans un premier temps, elle restera mutique. Elle opposera un ferme refus à sa sœur et à son médecin. Rien ne peut ni ne doit changer. Vous entendez que là, on est bien du côté du proche, hein, qui dit « rien ne peut ni ne doit changer. Je ne peux pas imposer ça à mon époux. Je ne pourrais pas supporter que quelqu'un vienne dans la maison pour s'occuper de lui. Ça prouvera sinon que je suis défaillante. J'y reviendrai. » Seule la force de conviction de la sœur permettra qu'après des jours de réflexion, une nurse puisse arriver et s'installer dans la maison afin de prendre le relais. Lady Chatterley n'aurait pu soutenir ce projet toute seule. Elle ne se savait pas à ce point fatiguée. Elle ne voulait en aucun cas ni abandonner, ni risquer de fâcher son époux. Elle ne peut pas supporter de lui déplaire, ni qu'il puisse se sentir envahi par la présence d'une personne étrangère dans sa propre demeure, qu'il puisse se sentir envahi à cause de son épuisement à elle. Ça lui est insupportable. Elle ne peut faire autrement donc que garder une attitude de retrait vis-à-vis de ce projet, et elle s'en remet donc à l'argumentation de sa sœur et de son médecin de famille. Et on pourrait se dire, mais pourquoi le mari? Pourquoi le mari, il ne se rendait pas compte de la fatigue de son épouse? Pourquoi il n'entendait pas, lui, son besoin à elle d'être aidée? Pourquoi il ne lui a pas simplifié la vie? Pourquoi il la rend coupable? Pourquoi il faut que ce soit un autre qui le lui révèle? Je continue les questions. Leur relation serait-elle si symbiotique, à elle et à lui, qu'ils ne pourraient ni l'un ni l'autre ressentir l'état de fatigue de l'un et de l'autre? Et puis, peut-être, c'est une hypothèse, qu'il lui était très insupportable au mari d'être à l'origine d'un tel malaise chez son épouse, de sorte qu'il est à lui aussi très difficile d'arriver à envisager un nouvel équilibre. Besoin d'un tiers pour ça. Ne jugeons jamais trop vite. Ne disons jamais trop vite « elle doit se reposer » et il l'empêche de se reposer. Essayons de comprendre avant tout jugement. Il serait vraiment trop rapide et très culpabilisant de penser que c'est par égoïsme, par mépris, par difficulté, par surdité, par aveuglement que l'un et l'autre ne se rendent pas compte. On s'en rend
on entend ici donc qu'il faut plusieurs facteurs et plusieurs individus pour qu'un projet de quelqu'un qui vienne aider les aidants puisse se mettre en place. On entend qu'il y a l'incapacité de l'époux à percevoir l'état d'épuisement de sa femme, mais que cela est certainement dû, et c'est là où je trouve que c'est vraiment riche et intéressant de ne pas juger, mais plutôt de s'interroger, que c'est dû à leur histoire, à leur manière d'être ensemble, à développer leur, à comment ça s'est développé leur relation, à leur équilibre intime, comment ça s'est mis en place. On se rend compte aussi que c'est lié à son attitude à elle, à la proche aidante, à Lady Chatterley, qui montre rien, peut-être que même lui, il ne savait pas qu'elle était fatiguée. Elle cache, elle se cache à elle-même et elle cache à son époux. Et elle voulait cacher à sa sœur, qui, heureusement, ne s'est pas laissée berner. Heureusement, car je pense de plus en plus qu'il va falloir que nous pensions les aidants en termes de cercle. Ça m'est venu récemment cette idée en me disant qu'il fallait penser l'aide aux aidants comme le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. La sœur, elle fait partie du deuxième cercle et elle aide l'aidante du premier cercle à prendre conscience de sa fatigue. Et c'est juste parce qu'il y a le deuxième cercle et le médecin qui fait partie du troisième cercle et qu'il y a une interaction entre les différentes couches, et donc une implication sociétale, intime et sociétale, que quelque chose va pouvoir se dénouer, se rééquilibrer autrement. Et pour cela, il va falloir éviter, et c'est bien ça qui est le plus difficile, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on travaille ce soir, il va falloir éviter les jugements. Alors bien sûr, tout de suite, toujours on juge. C'est le jugement, on n'y peut rien, presque c'est humain. Dans un premier mouvement, on a toujours envie de juger parce qu'on croit qu'on sait mieux que l'autre. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que bien sûr, on va juger, on va se rendre compte qu'on juge, et on va se déplacer un peu pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher de juger, on n'est pas des saints, mais on va repérer en nous le jugement pour pouvoir s'en décaler et interroger. Alors on va comprendre, si on commence à interroger, qu'il va falloir du temps. Du temps pour assimiler la nouvelle. Il faut vous reposer. Du temps pour sentir la fatigue. Du temps pour comprendre qu'entre ce que je ressens et ce qu'on me dit, il y a quelque chose qui peut peut-être s'harmoniser. Et du temps pour changer les représentations. Seuls ces temps, ces perceptions du temps, permettront petit à petit d'envisager la venue d'une personne extérieure au sein de l'intimité. La nurse arrive, nous la verrons dans ce magnifique film, s'occuper du châtelain et prendre doucement le relais de Lady Chatterley. Nous la verrons aussi garder un œil attentif sur cette épouse en danger. Les petits conseils délicatement prodigués l'inviteront à sortir, à faire quelques pas dans la forêt. Alors, l'appel des jonquilles, l'appel des sentiers, la nature retrouvée, emmèneront ingénument Constance à la petite cabane, lieu de répit par excellence. Et Lady Chatterley se retrouve Constance. Vous entendez? Elle retrouve son nom, elle retrouve son prénom, elle retrouve son identité interne. De Lady Chatterley, femme de Lord Chatterley, elle se retrouve Constance, avec son prénom. Elle peut de nouveau se sentir comme femme. Alors, l'exemple de Lady Chatterley, évidemment, est provoquant, mais il me semble qu'il est le paradigme de la relance libidinale. Petit rappel, pour Freud, la libido, c'est une manifestation dynamique du désir. Je dirais que c'est la pulsion de vie qui est soutenue par la libido. Alors, c'est pour ça que, en même temps, cet exemple est provoquant, parce que, évidemment, que si on a du répit pour aller batifoler dans les bois, on sera encore plus coupable. Mais si jamais on arrive à l'entendre comme une relance libidinale, c'est-à-dire une relance de son propre désir de vie, une relance de quelque chose qui va nous donner envie un petit peu de nouveau aller s'occuper de soi, aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, aller faire des courses pour soi, pour pouvoir de nouveau prendre soin de l'autre. Et vous savez qu'on entend de plus en plus prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Très bien, sauf que c'est pas si facile de prendre soin de soi.
Mm. Pourquoi c'est pas si facile? C'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, hein. Et d'abord, la première chose que viens de vous évoquer, c'est que c'est pas si facile parce qu'on ne sait pas, d'abord, premièrement, qu'on est fatigué et on ne sait pas qu'on est aidant. Et puis, c'est très difficile de prendre son envol tout seul. On a besoin de quelqu'un qui soit là pour nous écouter, pour nous entendre et pour prendre le relais. Parce que sinon, on ne pourra jamais sortir. On ne peut pas abandonner son proche malade à la maison ou à l'hôpital ou dans un lieu si jamais on n'est pas sûr qu'il est en confiance. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment mettre en place un partenariat. La main de la nurse s'avance, comme celle qui s'avance afin que le papillon se pose. Une main délicate et sensible qui, proposant une pause, permettra de s'envoler de nouveau sans avoir blessé les ailes ou alourdi par des gestes trop caressants. Ça aussi, il me semble que c'est important, de vraiment toujours se demander, avant d'aider, ce que l'autre a besoin. Parce qu'on est plein de bonnes intentions, mais parfois, nos bonnes intentions, elles ne collent pas avec ce qui pourrait être demandé tout de suite là. Je vous propose que nous nous interrogions et que nous nous penchions sur des détails. Car c'est dans les petits détails que gît le diable. Le diable gît dans les détails, mais aussi que gît donc une certaine vérité. Donc, reprenons. Pourquoi le proche ne sait-il pas qu'il est l'aidant? Pourquoi est-il si difficile d'accepter de l'aide? Et puis, je finirai en parlant du répit. Qu'est-ce que le répit? On en parle pour qui? Pourquoi? Comment? Et bien sûr, tout à l'heure, le temps d'échange. Je reprends. Le proche ne sait pas qu'il est l'aidant. Comme Lady Chatterley ne sait pas qu'elle est aidante. Elle ne sait pas fatiguée. Elle ne sait pas qu'elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'un proche aidant? Avant de devenir des aidants, les proches étaient les membres de la famille. Filles, fils, père, mère, amoureux, amoureuse, cousine, cousin, petit-fils, tante, conjoint, voisin, frère. Ou bien aussi des amis. Tout ça, c'est les proches. Les membres de la famille. Mais ces proches-là, ils n'ont pas forcément envie d'être nommés aidants. Comme s'ils risquaient d'être enfermés dans cette seule fonction et de perdre ce qui fait lien. Ils peuvent ainsi ressentir angoisse et douleur à s'entendre dire qu'ils sont maintenant devenus des aidants. Et vous entendrez, et on entend souvent, « Mais je ne suis pas un aidant, c'est normal que je m'occupe de lui. » Normal. Mais est-ce si normal? En effet, c'est quand même une étrange normalité que celle qui conduit une fille à faire la toilette intime de son père, de celle qui conduit une mère à accompagner son fils vers la mort, de celle d'un jeune époux à s'occuper non seulement de sa femme, qui est très malade, mais des 3 enfants en très bas âge, de cette femme déjà âgée, veiller sur sa mère démente comme si elle était une petite fille. On pourra dire qu'ils ne peuvent faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont les voisins, les amis, la famille, les membres de la famille, les proches ensemble, en somme. Et il n'est parfois que très difficile de ne pas pouvoir faire autrement. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour que les proches puissent se qualifier d'aidants? L'entourage ne devient aidant que par amour, mais pas seulement, par sollicitude, par engagement, par nécessité. On demande de plus en plus aux proches d'être là pour s'occuper de leurs malades. C'est un statut qui se reconnaît souvent que dans l'après-coup. C'est souvent bien longtemps après qu'on pourra se dire, et encore hier j'en parlais avec une collègue qui me disait, j'ai accompagné ma mère pendant très longtemps et je me suis rendu compte seulement des années après que j'étais son aidante. Et alors, de me reconnaître après coup son aidante, je me dis, mais c'est dommage, j'aurais pu demander de l'aide. Car en fait, non seulement être aidant, on pourrait se dire que ça assigne à une certaine place, mais aussi que ça permet de demander et de pouvoir avoir un peu d'écoute, d'aide, de soutien. Voilà pourquoi il me semble que c'est important de se reconnaître aidant, sans penser qu'on va être seulement instrumentalisé, sans être réduit
à cette fonction d'aide. Voilà qui est capital. Il faudra toujours entendre que l'aidant est au carrefour entre la sphère publique et la sphère privée. Que l'engagement va de soi, mais que c'est pas si simple. Les proches, ils sentent qu'on a besoin d'eux, mais ils se sentent aussi à la merci d'un système politique, d'un système sociétal, d'un système de santé, qui demande beaucoup au domicile et qui les relègue quand ils viennent à l'hôpital. On a tous, dans nos expériences, l'histoire de, de proches qui sont à l'hôpital, qu'on sollicite énormément pour le retour à la maison. Qui va s'occuper à la maison? Alors là, il faut être là, présent, on a rendez-vous avec l'assistante sociale, on doit montrer qu'on est là, qu'on va pouvoir s'organiser. Très bien, ça se passe à la maison, souvent avec une grande solitude. Et quand on revient à l'hôpital, et que le malade doit être de nouveau pris en soin, et bien là, les aidants, on ne les écoute plus. Les petits conseils, on ne va pas les écouter. La manière dont il va se coucher, dont la position antalgique, l'heure à laquelle il va prendre les médicaments, tout ça, on ne va pas faire trop cas. Et pourtant, je pense que c'est seulement dans l'alliance entre des soignants et les proches aidants et les malades que va pouvoir être effectuée la meilleure prise en soin. C'est pour ça que je parle souvent du trépied. On ne peut pas penser les malades sans les proches sans les soignants. Et c'est dans cette articulation-là que vont pouvoir se créer un nouvel équilibre qui sera porteur pour tous. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il y a plein de patients qui sont tout seuls et qui n'ont pas d'entourage. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir, même quand on n'a pas d'entourage, les voisins, les bénévoles, les soignants qui viennent à domicile peuvent à ce moment-là avoir une fonction de proche aidant qui rend encore plus complexe les choses, mais qu'il faut pouvoir penser. Et on va y revenir sur la grande nécessité de penser la place des bénévoles à la maison, mais aussi à l'hôpital. Alors, tout ça, si je parle des 3 piliers, c'est surtout pour que personne soit réduit à une seule position. Le malade qui serait passif, seulement à être aidé, les aidants à être actifs, seulement à aider, et les soignants avec leur savoir-faire de soignants seulement à la bonne distance des bons soignants. Mais je reviens à mon propos. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour des aidants de demander de l'aide? Pour le proche aidant, admettre et accepter à son tour de l'aide n'est pas facile et provoque des conflits internes, psychiques très forts. Souvent, les proches peuvent sentir qu'ils auraient besoin d'un autre. Mais en même temps, c'est le signe que la maladie s'aggrave, ou qu'on ne peut plus faire tout seul, ou qu'on est trop faible ou trop fatigué. Donc, si on a besoin d'un autre, ça vient mettre en défaut. Alors, on rencontre des proches qui expriment en même temps une demande d'aide et en même temps un refus. C'est quoi de l'aide? Demander de l'aide, d'accord, mais c'est quoi de l'aide? L'aide, il me semble, est mesure et adaptation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il me semble qu'avant de pouvoir penser, puis de proposer ce qu'il serait bon de faire ou de ne pas faire, il me semble important de prendre la température des maisonnées. Car l'aide est accueil, soutien, petit élan, comme la paume de la main dont je parlais tout à l'heure qui permet l'envol. À vouloir aider trop vite, à vouloir pour l'autre, on va certainement renforcer des résistances. Parce que l'aide, on ne peut pas la supporter tout de suite. On ne peut pas la supporter si on ne nous a pas laissé l'opportunité de d'abord énoncer un peu ce qu'on vit, sans forcément demander de l'aide. Et énoncer, c'est déjà se soulager. Énoncer ce qu'on vit, énoncer comment va son malade, écouter les aidants, parler de leur histoire, de ce qu'ils vivent à la maison, ce sera déjà les aider, beaucoup. Et après, on pourra leur demander « Comment je pourrais vous aider? Qu'est-ce que vous souhaitez ?» Ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas, a priori, pas toujours. Ou alors, ce sera tellement ambitieux qu'ils vont se dire que je ne vais même pas pouvoir demander parce que ce que je voudrais, c'est peut-être partir sur une île déserte, c'est faire que la maladie n'existe pas,
c'est revenir à un état avant, un état qui devient presque idéalisé, l'avant. Donc, accueillir d'abord, et puis pouvoir répondre. Pouvoir répondre quand la demande, elle est là. C'est-à-dire que souvent, et moi comme, en tant que psychologue, psychanalyste, je prône évidemment, l'écoute comme soutien primordial. Mais je crois que c'est important là d'être dans des équipes pluridisciplinaires pour pouvoir en même temps écouter et quand l'autre demande, être là pour pouvoir répondre un tant soit faire que se peut à la demande. Évidemment, il y a des demandes auxquelles on ne pourra pas répondre, mais s'approcher quand même un peu de ce qu'on pourra faire pour l'autre. Et pour ça, il faut prendre le temps de donner des conseils, de faire une petite présentation de ce qui est possible dans nos régions, dans l'entourage, des conseils un peu, pas généraux, mais adressés à cette personne-là. Des conseils qui puissent être entendus et qui puissent donc se recevoir comme tels. Des conseils qui puissent être saisis par la personne à qui on les donne. Peut-être même, après un temps d'étonnement, on voit qu'ils sont très surpris d'abord les proches, de pouvoir se dire qu'ils peuvent aller, bénéficier de quelqu'un qui viendrait à la maison pendant qu'ils vont faire quelques courses, qu'il puisse y avoir un séjour, d'hospitalisation, pas parce que, le malade est plus malade, mais parce que pendant ce temps-là, ils pourront faire un petit séjour, de repos. Heu, Ils sont très surpris parce qu'ils ne le savent pas et tout ce qu'ils imaginent leur semble déjà presque impossible. Impossible parce que tout vient souvent et d'une manière assez spontanée, comme une injonction. Et face à l'injonction, il y a la culpabilité. Et l'injonction, c'est celle que je disais tout à l'heure du médecin de famille qui dit: «Vous devez vous reposer». Et c'est vrai que les proches sont souvent sujets à ce genre de propos. Quand on croise, rapidement, quelqu'un, un ami, qu'on le voit très fatigué, on lui dit: «Ben, tu devrais te reposer, hein. C'est important que tu te reposes. Mais oui, tu t'occupes d'elle ou de lui, tu es très courageuse, mais ce serait important que tu te reposes». Et puis ils partent. Nous partons à nos occupations et on laisse le proche là avec: «Je dois me reposer. Ils ont raison, je dois me reposer. Mais comment je vais faire?» Ces propos, sous forme d'injonction, renforcent l'impuissance. L'aidant, le proche aidant peut se sentir interdit, se sentir aussi très coupable. Bien sûr, hein, je devrais m'aérer, je devrais me reposer. Mais comment je peux faire alors que mon malade est si dépendant, si dément, si handicapé, qu'il peut rien faire seul, que c'est dangereux qu'il reste à la maison tout seul? Alors faisons attention, tous, les uns et les autres, aux mots qu'on peut employer. Et puis si jamais on les a employés, c'est pas la peine non plus de se sentir coupable, parce qu'on peut tous le dire: «Tu dois te reposer». Mais prenons un petit temps pour se dire: «Mais oui, je t'ai dit ça, mais comment est-ce que je peux t'aider pour que tu puisses te reposer? Peut-être que je pourrais t'aider, un petit truc? Heu Tu veux pas que je reste à la maison pendant que» ou prenons le temps un petit peu d'entendre autre chose. Prenons aussi le temps d'entendre le proche parler de son malade. Car autre point important, un proche ne pourra parler de lui et de sa douleur et de sa fatigue et de sa difficulté et de ses cauchemars, seulement si on lui donne l'occasion de pouvoir parler du malade. Quand on va demander à un proche comment il va, souvent il va dire: «Je vais bien. Moi, tu sais, je vais bien». C'est lui qui va mal, c'est elle qui va mal. Ou bien: «Moi, je vais bien, mon baromètre, c'est son état de santé. Quand il va bien, je vais bien, quand il va mal, je vais mal». Donc on entend là, hein, qu'il y a vraiment besoin pour tous les proches aidants de parler d'abord du malade pour pouvoir parler de soi. Il n'y a pas d'un côté la personne aidée et de l'autre les proches. Non, il y a la relation. C'est la relation qui est transformée par la maladie, par le handicap, par les troubles divers. Les altérations liées à la maladie
affecte tous les membres de la maison et même le voisinage. C'est la maladie qui vient faire le premier trou dans l'eau limpide, qui fait le premier cercle. C'est la maladie, le caillou, qui vient faire que tout se transforme. Tout se doit se rééquilibrer. Donc parlons de la maladie, parlons du malade, parlons avec les proches. Parlons même, aidons même les proches à parler avec leurs malades. Soyons là même entre eux. Pourquoi séparer absolument les malades et les proches aidants? Car la maladie, le handicap, la démence, la dépendance ont des répercussions sur la vie quotidienne et peuvent rendre la vie cauchemardesque. Et vous savez, quand on se dit que sa vie est un cauchemar, on se sent très coupable de ressentir des choses pareilles. Parce que c'est le malade, c'est la maladie qui vient faire que la vie est un cauchemar. Alors on n'ose pas se le dire parce qu'on ne veut pas accabler l'autre, encore plus. Mais quand même, il me semble que c'est lorsque j'ai entendu les proches parler de la vie, de leur vie comme d'un cauchemar, que je me suis penchée un peu sur cette question du cauchemar et donc de la rêverie. Ces questions que je déploie dans mon rêve, ces questions que j'ai déployées dans mon livre. Peut-être que c'était mon rêve d'écrire un livre. On fait avec ces lapsus, même si de parler à mon écran, c'est toujours très difficile. Je dis ça parce que je ne vous ai pas du tout en face. Bien, donc, cauchemar et rêverie. Cauchemar parce qu'il y a des altérations. On est moins libre quand on est malade. On a peur. On a des peurs terribles. La peur d'être rejeté, la peur d'encombrer, la peur d'empêcher. Là, je parle des malades. Les malades aussi, ils ont peur. Mais aussi pour les proches. La peur d'être trop proche, d'être trop loin, de ne pas savoir, d'être seul, de se plaindre. Malades et proches ont tous les deux des peurs. Des peurs qui font que souvent, ils se taisent. Ils n'osent pas dire. Souvent, ce qui s'énonce en premier, c'est quand même la fatigue. Je suis fatiguée. Mais il y a aussi, et peut-être, choses qui nous mettent plus mal à l'aise, nous, aidants des aidants, équipes, bénévoles, soignants, médecins, c'est l'agressivité. L'agressivité, c'est une forme d'expression de la fatigue. C'est une forme d'expression de l'impuissance. C'est une forme d'expression du ras-le-bol. Être comme ça tout le temps. Ne plus avoir le temps de rien faire. Ne pas pouvoir le laisser 2 minutes tout seul. Si vous saviez comme c'est contraignant. Tout le monde me dit que je suis courageuse, que je devrais me reposer, qu'ils ne savent pas comment m'aider, que je peux demander. Mais demander quoi? De quel courage ils parlent? Si vous saviez comme ça me fatigue. J'étais pas comme ça avant. Ce n'est plus moi, je vous assure, c'est plus moi. Ça, c'est des paroles qu'on entend très souvent. On entend là, dans ces paroles-là, dans ces mots, un rejet, un agacement, une agressivité, une fatigue. Et encore là, c'est une agressivité qui peut s'entendre. C'est pas foutez le camp, j'ai besoin de rien, vous venez m'encombrer, vous dites que vous êtes là, mais vous n'êtes jamais là. On entend ça aussi, hein. Des proches, des familles, des malades qui en même temps nous appellent et nous rejettent. Effectivement, l'agressivité est très souvent observée du côté de la personne malade et du côté du proche. Du côté du malade, on pourrait dire que l'agressivité peut être une manière d'être encore entendu comme bien vivant. Tant que je peux t'agresser, c'est que quand même, je garde un certain statut, une certaine fonction, une certaine rapport à moi, où tu vas pas m'intruser, m'envahir, hein. Mais ça peut être aussi très dictatorial, hein, très difficile du coup pour les proches, mais aussi pour les soignants d'intervenir à la maison. Du côté des proches, l'agressivité pourrait avoir comme objectif le désir de ne pas être aussi totalement assujetti à la maladie, mais aussi une manière de dire la souffrance, une manière de dire leur impuissance soulagée,
leur manière de plus faire face, leur manière d'en vouloir à tout le monde et à ce qui se passe. Ne faisons pas trop d'hypothèses. Là, je donne comme des points de repère pour pouvoir s'étayer, s'appuyer sur des choses, pour pas être complètement envahi face à des moments ou des situations qui pourraient faire qu'on s'en va et on ne revient pas. Or, un malade ou une famille qui nous a agressés sera toujours très heureuse de nous voir revenir. Très heureuse même si ils pourront nous jeter encore. Mais très heureuse parce qu'ils ne nous auront pas détruits. L'agressivité, l'agressif, la personne agressive a toujours l'impression qu'il va détruire l'autre avec son agressivité et est soulagé de voir l'autre revenir. Vous voyez, je pense, ça n'a rien à voir, mais je pense aux petits-enfants qui piquent des colères. S'ils voient que la mère ou le père s'effondre face à la colère, ils vont être complètement déstabilisés d'être tout-puissants. S'ils se sentent contenus, enveloppés, soumis à une certaine loi, ils vont pouvoir encore plus s'affronter, mais ça va les rassurer, ça va leur donner un bord, une contenance, une limite. Et bien pour les patients et leurs proches, ça va être un peu pareil. Entendons l'agressivité comme ayant besoin d'être contenue, besoin de revenir, et on pourra en parler tout à l'heure dans la discussion parce que je suis sûre qu'on a tous, chacun, beaucoup d'expériences, et je pourrais aussi, moi, en raconter, de patients et de familles qui nous ont jetés et qui finalement nous ont acceptés, hein, en plusieurs temps. Toujours cette question du temps. Donc, laissons entendre les refus, hein. Entendons que nous pouvons d'abord être appelés puis refusés, hein, dans les chambres, par exemple, on vient, on passe et on nous jette, ou à la maison, quand on intervient à la maison. Mais entendons ce refus comme une ambivalence nécessaire pour pouvoir tout d'un coup approcher d'une nouvelle relation, d'une nouvelle vérité. Même si c'est important de reconnaître pour nous soignants, nous psychologues, les bénévoles, tous les gens qui entourent les malades et les familles, entendre que c'est très difficile et qu'on a l'impression que les proches, parfois, nous empêchent de faire bien notre travail, nous empêchent de les aider, nous mettent en échec et que c'est insupportable. Vous voyez, par exemple, on, on met tout en place pour que une femme aidante puisse sortir un peu pour aller chez le coiffeur, par exemple. Et on a mis en place des choses pour qu'à la maison, son mari puisse être en sécurité et qu'elle-même puisse être en sécurité. Et puis finalement, le jour J, le jour venu, eh ben, la femme en question, elle va plus du tout avoir envie d'y aller. Et ça va être très difficile pour l'équipe qui a monté ce projet de pouvoir faire face au refus. Se dire que vraiment, non, là, ils exagèrent, elle exagère. Quand même, tout était là. Et en même temps, il me semble que dans le projet qui s'est monté, il y a déjà eu comme une proposition, ce que j'appelle une rêverie, une possibilité de se représenter en dehors, se représenter un autre endroit, se représenter une capacité, une possibilité de sortir. Et même si ça achoppe, même si c'est pas possible ce jour-là, eh ben, on va recommencer, c'est pas perdu. On pourra faire un autre projet. Dire évidemment qu'on est déçu, mais se dire aussi que ça va être possible de recommencer et que c'est juste parce qu'il y aura ces allées et venues, qu'on ne redescend pas toujours plus bas. Non, on aura monté d'un petit cran, quelque chose va pouvoir devenir possible les prochaines fois parce que la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance avec les aidants des aidants, ça s'éprouve. Ça vient seulement d'une expérience qui petit à petit va prendre forme. C'est pas quelque chose, fais-moi confiance. Non, on ne fera jamais confiance à l'autre par un décret. La confiance, elle vient progressivement. L'enjeu, donc, c'est pas d'effacer l'adversité, hein, mais de rester dans le partage, de rester présent, de pouvoir pas s'épuiser totalement pour rester en vie et pour pouvoir continuer d'écouter en entendant tout ce qui se traverse, les difficultés.
de garder un élan, ce que j'appelle un élan psychique qui préserve l'échange. C'est pour ça que, sans être dans l'injonction, je me dis que nous devons être un peu délicats avec nous-mêmes. Délicats chacun avec nous-mêmes, un peu tolérants. Ce que j'appelle, et peut-être ça peut vous aider parce que ça peut peut-être vous parler, de supporter d'être suffisamment bon. C'est-à-dire qu'on ne sera pas des aidants parfaits. On ne va pas être des super-héros, des super bénévoles, des super soignants, des super psychologues, des super époux, des super épouses, des super malades. Non, peut-être qu'on sera juste suffisamment bien. Dans ce suffisamment bien, j'évoque là la notion de ce psychanalyste anglais, Winnicott, qui a beaucoup travaillé sur la relation mère-bébé et qui a parlé de mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, c'est celle qui va pouvoir entendre son bébé pleurer, lui répondre sans l'étouffer, à s'ajuster à la demande. Hein. Et je crois que si on est un bénévole suffisamment bon, c'est celui qui va pouvoir s'ajuster, réajuster sa place. Ce que je pourrais dire aussi autrement avec la notion de tâtonnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans je vous amène ça parce que je sais ça. Hein, mais peut-être ça va vous aider. Ou peut-être plutôt ça. Ben je ne sais pas trop, moi non plus, je ne sais pas. On fait chacun avec nos hypothèses, nos incertitudes, nos tâtonnements. Si peut-être on peut avoir ça en tête, c'est-à-dire le fait qu'on ne sera jamais parfait. L'autre non plus, il sera jamais parfait. Il sera suffisamment bon. Et que c'est par tâtonnement qu'on va s'approcher du suffisamment bon. Alors, ça va nous aider. Si suite à mon petit topo de ce soir, 2 choses vous restent. Le non-jugement, convertir le jugement en étonnement, en surprise. Et puis, au lieu de vouloir être parfait, se dire qu'on va tâtonner pour approcher au plus près le suffisamment bon de la relation et non pas de l'un ou de l'autre. Toujours penser la relation. Alors, déjà, ça aura été, je pense, pour moi, quelque chose de fondamental. Car on ne peut pas penser les aidants sans penser les malades, on ne peut pas penser la maison sans penser l'hôpital, on ne peut pas penser la maison sans penser la société. On est dans un ensemble qui, si on le voit, permet de peut-être approcher le suffisamment bon pour éviter de se dire qu'on va aider coûte que coûte, là où l'autre, il n'a pas du tout envie qu'on l'aide. L'aide est mesure et adaptation. Et souvent, quand on veut aider avec force, ça vient toujours à contre-courant de ce que l'autre est en train de vivre. Alors, c'est pour ça que l'aide, elle se prend, bien sûr, on va prendre le courant, pour arriver à trouver le courant de l'autre, arriver dans ses méandres, pour pouvoir le soutenir là où il est. Et pour ça, peut-être répéter des choses qui paraissent très banales, mais qui sont finalement pas si faciles à dire. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Ça peut paraître très simple, hein, ces petites choses, mais je crois qu'il faut les repérer et travailler beaucoup en équipe, les uns avec les autres, pour pouvoir avoir la capacité de revenir, de les dire et de les éprouver ensemble. Je ne sais pas trop combien il me reste de temps, j'ai du mal à voir l'heure. Vous avez du temps, il reste 10 minutes jusqu'à 19h. D'accord, merci beaucoup. Alors, première petite conclusion de juste mon propos là, on a vu donc que l'aidant se reconnaît tout d'abord pas comme aidant, que l'arrivée d'un autre secourable n'est pas toujours souhaitée, qu'il s'agit de favoriser une alliance pour favoriser une relance relationnelle à partir des tout petits riens. Hein, que l'élan, le brin de lumière dans la maison, c'est parfois toc 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 à la porte. Tiens, mon bénévole qui arrive. Je l'attendais pas. Je l'attendais plus. Ou je l'attendais. Et ouf, il est là. Je peux m'appuyer dessus. Reconnaître que à la maison, tout d'un coup, très envahi par les soignants, le lit médicalisé, la technique,
les soignants qui arrivent à n'importe quelle heure, le fait qu'on ne peut pas prendre sa douche parce qu'on ne sait pas quand on pourra devoir ouvrir la porte, peut-être apporter en tant que bénévole ou moi comme psychologue en tout cas un peu de régularité parce que je sais que pour les infirmières, les auxiliaires de vie, la question de donner des heures pour arriver à heure fixe, c'est quasiment impossible. C'est impossible parce que c'est pas qu'ils veulent pas, ils pourraient bien. Ils pourraient, ils voudraient bien, mais ils peuvent pas. Alors que d'autres fonctions, comme les bénévoles, les psychologues, peut-être ce sera plus facile de donner un cadre, quelque chose sur lequel ils peuvent avoir un peu de, vous savez, comme, comme dans Le Petit Prince, quoi, anticiper. Si je peux penser à toi qui va arriver, déjà ça me donne du baume au cœur et tenir une certaine parole. Donc on a entendu hein, qu'il fallait comme ça de la délicatesse pour éviter et faire face au découragement, au sentiment d'abandon ou à la grande solitude. Mais avant de terminer mon propos là, pendant juste quelques minutes, je voudrais quand même vous parler du répit. Parce que le répit, c'est un peu comme les aidants il y a quelque temps. On parlait des aidants, je disais qu'est-ce que c'est que les aidants? Ben, le répit, je trouve qu'en ce moment, on en parle aussi beaucoup, mais quand on en parle aux familles ou aux malades, ou même aux équipes soignantes, parfois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que le répit? Et moi, je me souviens qu'il y a quelques années, les premières fois où j'entendais parler du répit, et ça, vraiment, je tiens à conserver ce souvenir-là en moi, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que le répit? Qu'est-ce qu'on raconte? Du répit pour quoi? Du répit pour qui? Hein. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot qu'on vient nous dire hein, et qui est peut-être une utopie, un rêve? Mais je crois pas. En fait, je crois pas. Le répit, d'abord, pour en donner une petite définition, je crois que c'est un presque rien. C'est peut-être même juste une présence. C'est pour ça que j'aime à parler de répit psychique, de répit relationnel. C'est-à-dire qu'on est là pour l'autre, c'est déjà du répit, parler. Hein. Mais du répit, c'est aussi un ailleurs. C'est, pour Lady Chatterley, pour y revenir, la maison du garde forestier. Un ailleurs pas très loin, un ailleurs à 2 pas. Un ailleurs rendu possible par l'accompagnement d'un autre qui, prenant soin du malade, mais ne remplaçant pas l'épouse ou l'époux, pose la main sur l'épaule, donne sa paume pour la laisser partir et l'autoriser à faire quelques pas. Donc s'interroger sur le répit, c'est s'interroger sur comment on va créer plus de lieux d'accueil. Et quel lieu d'accueil? Pour qui? Pour le malade? Pour le proche? Pour le malade et le proche? Pour les deux ensemble? Pour leur apprendre à pouvoir se décoller? Les mettre ensemble pour les décoller? Hein, c'est un peu l'objectif, il me semble, si je ne me trompe pas, de la maison de répit qui est à Lyon, qui accueille des malades et leurs proches pour qu'ils soient ensemble et qu'ils puissent prendre l'habitude aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. Se séparer, être ensemble pour se séparer, être ensemble pour oublier un peu, pour se reposer, pour être l'un avec l'autre sans devoir toujours être l'un pour l'autre. Alors le répit, il me semble que c'est un lieu, un temps, un souffle, un séjour. Que c'est un mot qui est apparu assez récemment dans le champ de la santé, parce qu'évidemment, c'était le répit, on en parle, et c'est vrai que souvent on entend même, s'il vous plaît, un peu de répit. Vous voyez, le répit, c'est quelque chose qui se demande presque même qui s'implore. On entend la notion d'imploration, oui. Mais quand on implore du répit, on sait en même temps que souvent c'est: «Je t'en supplie un peu de répit». C'est celui même qui nous cause la fatigue à qui on demande du répit. Et voilà pourquoi c'est difficile de demander du répit. Parce que dans le même mot, il y a la notion de le demander à celui même qui est la cause de notre fatigue, de notre épuisement, de notre agressivité, de notre embarras. Et c'est ça qui est difficile à reconnaître. C'est que celui même qui nous cause la détresse, c'est à lui qu'on va demander que ça cesse. Pourquoi donc il y a besoin d'un tiers pour pouvoir énoncer avec le proche du répit pour les proches? Du répit pour les proches pour qu'ils puissent, eux, se reposer, pour qu'ils puissent, eux, exprimer leur découragement,
pour qu'ils puissent finalement répondre d'une manière un peu plus pratique à leurs attentes. Alors j'ai comme exemple les cafés des aidants. Vous savez, je crois que pour moi, ça c'est un exemple de répit par excellence. Et aux aidants, on va pas leur dire: «Tu devrais aller au café des aidants pour discuter, pour parler, pour t'aider». Non, je pense qu'on pourra peut-être aider les aidants à prendre du répit si on leur dira si on leur dit, si on leur disait: «Va au café des aidants pour faire part de ce que tu as mis en place à la maison. Tu as un savoir-faire, tu as fait des trouvailles», et c'est vrai que quand même, on peut quand même être toujours surpris et absolument admiratif de tout ce que mettent en place les proches pour rendre les choses possibles à la maison, hein. Des trucs qui sont magiques et qui méritent d'être partagés. Et dans ce partage-là, ils vont aussi trouver des choses que les autres vont leur apporter. C'est dans des allers et retours entre ce que je peux t'apporter et ce que les autres vont pouvoir m'apporter que les choses vont pouvoir évoluer. Voilà un peu ce que je voulais dire, hein, par rapport aux séjours de répit, qui sont aussi des séjours, hein, des lieux, par exemple des lieux d'hospitalisation, où on va pouvoir hospitaliser le malade. Pendant ce temps-là, le proche pourra un peu se reposer. Mais on verra que ce sera toujours difficile pour les proches de se reposer, même quand leurs proches sera hospitalisés. Voilà ce dont j'avais envie de vous parler ce soir, et j'aimerais bien maintenant qu'on puisse parler les uns avec les autres grâce au relais d'Evelyne, hein, qui va peut-être prendre les questions. Alors, on va se partager les questions avec Marie-Martine, mais je tenais d'abord à vous remercier. Marie-Martine et moi, on vous remercie vraiment beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée extrêmement sensible, immensément riche de votre expérience et qui nous donne une approche à tous si fine des ressentis Mhm. et des points de vue de chacun, avec cette ligne de conduite qui nous semble vraiment conduire notre présence, ne pas juger, Mhm. mais aussi toutes les subtilités qui vont avec. Alors, merci beaucoup, Hélène. Merci. Et je pense qu'on va pouvoir essayer de répondre aux questions de tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, il y a déjà une première question. Hélène, qu'est-ce que l'élan psychique? Je pense que parfois, quand on vit des choses trop difficiles, on a du mal à pouvoir retrouver de la mobilité psychique. On est pris dans la situation avec toutes les injonctions, les choses à faire, les, les répétitions, le devoir, la détresse, la déprime, quelque chose qui vient nous empêcher l'élan, hein. Et je pense que l'élan psychique, ce serait redonner une mobilité, euh, euh, de la créativité, de la rêverie, du mouvement. Alors peut-être que j'ai parlé d'élan alors que je voudrais parler de mouvement, hein, quelque chose qui, grâce à l'élan de celui qui arrive à la maison, qui vient, qui fait le mouvement d'aller vers, cet élan-là, qui vient de l'extérieur à l'intérieur, va permettre de redonner du mouvement à l'intérieur, là où parfois on voit, hein, combien c'est lourd. Oui, on le sent bien dès qu'on franchit le seuil, les odeurs de la maison, l'angoisse, l'odeur de l'angoisse, hein. L'angoisse a vraiment une odeur. Quand on rentre dans les maisons ou dans les chambres de malades, on le sent, comment quelque chose est tellement serré entre le malade et le proche, hein, qu'il n'y a plus d'espace. Et l'arrivée d'un autre va redonner de l'élan, de l'écart, du mouvement. Voilà peut-être ce que je peux dire. Alors, pas de questions. Moi, j'ai été aussi intéressée par comment dire, euh, le, le, le souci, la préoccupation qu'on a tous, soignants, bénévoles, psychologues, chacun à nos places, de faire équipe pour ce que vous décriviez tout au début, c'est-à-dire une espèce de fonction tellement différente entre la maison, l'exigence du domicile et la relégation une fois arrivé à l'hôpital. Voilà, ça me semble très très important qu'on ait à l'esprit
tous autour de ces personnes, de songer à prolonger ce lien d'un lieu à l'autre, qu'il y ait une cohérence dans cette fonction d'aidant, qui ne soit pas coupé entre le domicile et le lieu d'hospitalisation. Oui, c'est extrêmement violent pour les proches de se sentir si instrumentalisés. C'est-à-dire que vraiment, dans toutes les expériences que j'ai pu rencontrer moi et entendre, c'est cette injonction à devoir être là, à devoir assurer et même à faire des soins très lourds, hein, par exemple, donner des médicaments. Vous évaluerez la douleur, en fonction de la douleur, vous donnerez tant de morphine, par exemple. Mais la morphine, c'est un traitement, et les proches, ils le savent bien, qui est très difficile avec le double effet et le risque d'en donner trop, d'en donner pas assez. On demande là aux proches d'être compétents, hein, d'être à la place de l'infirmier, de l'infirmière, du médecin et de devoir évaluer d'une manière très compétente. Donc on leur demande beaucoup. On leur donne donc le crédit de savoir faire quelque chose. Et puis quand ils arrivent de nouveau à l'hôpital, on leur on les balaye et on dit: mais non, c'est nous qui savons, vous faites n'importe quoi, ne ramenez pas les médicaments de la maison». Et là, il y a quelque chose d'une distorsion qui est extrêmement éprouvante pour les proches, où ils ont pas d'espace. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils puissent parler d'eux, il faudra toujours d'abord qu'ils puissent parler du malade. Et donc parler de la souffrance, de quelle position est antalgique, le matin, l'heure de la toilette, voilà ce qui est le mieux, de s'adapter un peu. Je ne dis pas qu'après à l'hôpital, tout va être possible, mais quand même de les entendre, même si ce ne sera pas possible. On peut d'abord écouter, prendre un peu le temps d'écouter comment ça a été fait. Parce qu'alors on entendra combien ça a été dur pour eux, les angoisses face à une nuit trop douloureuse, où ils n'ont pas dormi, seulement parce qu'on les aura un petit peu pris en considération dans une alliance thérapeutique, hein, c'est ça, on parle d'alliance thérapeutique, qui n'a plus lieu d'être quand ils sont à l'hôpital. Donc oui, prenons un peu conscience, tous, heu, de ces difficultés et même, je me dis moi, enseignons aux proches aidants à dire un peu leur désaccord, à être des mauvais des mauvais proches, c'est-à-dire, de risquer de déranger les services, hein, parce que aussi, on a envie d'être aimé parce qu'on a envie d'être bien soigné. Donc souvent, ça va donner envie aux proches de se taire, de pas faire de vagues, de se retrancher: mais oui, on m'a dit que non, alors je viens pas, j'y vais pas, je respecte bien les horaires, je respecte bien ma place». Mais on peut les aider. Je pense que les bénévoles, entre autres, parce que c'est la société civile, quoi, on peut les aider à dire: «Mais non, mais je suis pas tout à fait d'accord quand même là. Vous allez pas faire sortir ma mère comme ça tout de suite». Vous savez, des fois, moi, j'ai à mon cabinet des proches, et qui viennent me parler de leurs parents et de l'hospitalisation, qui me disent: «Ils veulent la faire sortir, mais» je dis: «Mais vous pouvez dire non». «Ah bon, je peux dire non?» «Ah ben, je peux pas dire non aux médecins, ils vont» mais je dis: «Bien sûr que si, essayez, vous verrez bien. Essayez, essayez, vous verrez bien». Et ben généralement, ça marche, quand même. Mmh. Alors, quelque chose qui fait suite à la même question. Quelqu'un écrit: «La parole des proches est essentielle, mais comment faire face à des proches aidants qui se battent, entre guillemets, avec les équipes en milieu hospitalier pour garder le contrôle des soins, des traitements?» Mmh. Déjà, reconnaître que c'est dur. Heu, reconnaître qu'effectivement, c'est très difficile pour les proches, de se faire entendre par les soignants. Mais reconnaître aussi qu'on est en ce moment dans une société où on donne aussi de plus en plus de place aux proches et que cette responsabilité-là, elle est aussi très douloureuse. C'est-à-dire que c'est important, parfois, que la responsabilité, ce soit une responsabilité médicale. Et parfois, on fait porter des décisions aux proches qui voudraient mieux que ce soit les soignants et les médecins qui portent. Je m'explique. Justement, par rapport en ce moment à tout ce qui se passe autour de la sédation profonde et continue, de l'aide à mourir, de ce petit interview de monsieur notre président, on a entendu que si le malade avait
envie de demander de mettre fin à ses jours, il pouvait le faire, ou demander à ses proches de le faire, ou demander aux soignants. Moi, je crois que nous avons parfois, face à des décisions à prendre, à endosser en tant que soignant, médecin, infirmière, équipe, à endosser des responsabilités. Et ce n'est pas aux familles à décider de tel ou tel traitement, parce qu'on peut se sentir après très coupable d'avoir pris cette décision. C'est toujours dans une conciliation. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans une société où le médecin serait un grand patriarche avec un savoir qui ne pourrait pas se confronter à ceux des autres ou à des demandes autres. Mais je pense que la décision, la prescription relève du médecin et c'est très important parce qu'on pourra toujours en vouloir au médecin qui a prescrit et ce sera toujours beaucoup plus facile d'en vouloir au médecin que d'en vouloir aux proches. Mmh. Et et je dis souvent aux médecins, parce que je travaille aussi beaucoup avec les équipes, qui sont aussi là pour assumer ça. Assumer une décision et assumer que leur décision, peut-être que c'était pas la meilleure, mais c'était peut-être la moins pire et qu'on pourra leur en vouloir. C'est pas agréable, parce qu'un transfert négatif et des projections négatives, c'est jamais agréable, mais quand même, ils sont dans une équipe, ils peuvent en parler, on pourra alors que pour une famille, c'est parfois difficile d'endosser des responsabilités médicales. Donc attention aussi. Enfin, je sais pas si c'est très Merci Hélène. Alors une question suivante. Du fait de l'évolution de la relation entre l'aidant et l'aidé, l'aidant fait-il un deuil de la relation d'avant versus aujourd'hui? En tant que professionnel, peut-on les accompagner dans ce deuil? Je pense on peut le dire, si ça nous aide à penser, on peut le dire. Dire que mais je dirais que dans toute la vie, heu, même quand il y a pas la maladie au milieu, on fait des deuils. On fait des deuils de quand on était jeune, on fait des deuils de quand on était petit, on fait des deuils de quand nos enfants étaient petits, on fait des deuils de on fait des deuils de beaucoup de choses. Attention à pas galvauder le mot deuil, hein, aussi, parce que mais effectivement, je pense que ça peut nous aider à penser aussi, si c'est vivant, si le deuil est vivant et pas sclérosant en tant que on fait son deuil et puis voilà, il y a qu'à faire le deuil. Mais, si on reste, encore une fois, peut-être dans l'interrogation de: «On ferait le deuil de quoi?» Vous savez, on entend souvent, des proches dire: «Je voudrais que ce soit comme avant. Je voudrais que ça ait jamais lieu la maladie. Je voudrais vraiment retrouver». «Ah bon, c'était comment avant?» Vous voyez, déjà c'est: «Bah oui, je vous comprends, c'était mieux avant». C'est complètement autre chose de dire: «C'était quoi avant? Racontez-moi». Alors ils se mettraient à raconter et le fait de raconter l'histoire d'avant, ça permet de se rendre compte que, d'abord, c'est un peu là, ça permet de faire revivre. C'est ce que j'appelle la rêverie, hein, quelque chose qui vient redonner du mouvement, mais aussi de se rendre compte que c'était pas si idéal. Parce que souvent, on a tendance à se rap à idéaliser, hein. On idéalise la vie d'avant, les repas de famille, mais qui a vu qu'un repas de famille, était idéal? Bien sûr, on partage toujours des bons moments et c'est important de se le dire et c'est important de le rappeler et ça mais aussi la vie était aussi faite de difficultés, de petits conflits, de désaccords, de choses pas si faciles. Et je dis pas ça pour, mettre du sombre et du noir partout. Non, juste pour mettre du vivant. Parce que l'idéalisation est aussi quelque chose qui empêche. C'est-à-dire que si on est toujours à se dire: «C'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant», on n'est pas dans l'instant présent. On n'est pas dans un possible futur, hein, on est toujours dans une nostalgie du passé perdu. Mais le futur, il est bien aussi. Et dans ces moments-là, on peut entendre que oui, il y a du deuil de ma maman d'avant, elle est plus la même, mais je la rencontre aussi d'une manière qui est drôlement surprenante. Parce qu'avec ma mère, j'avais des relations toujours conflictuelles, peuvent dire des proches, hein. Et là, elle est douce, tout d'un coup. Et c'est pas tellement plus facile parce que je la reconnais pas. C'est plus tout à fait elle. Mais quand même, j'aurais jamais connu ça s'il n'y avait pas eu la démence, s'il n'y avait pas eu la maladie. Donc, on peut se raccrocher aussi à ce qui est là, ça peut être aussi positif. Et si c'est ça le deuil,
c'est-à-dire les aider à faire le deuil, c'est-à-dire les aider à naviguer entre un présent, futur et un passé, hein, je crois que c'est dynamique et ça fait du bien. Si c'est juste pour dire, bah, c'est du deuil, bah oui, il faut faire son deuil, et puis c'est perdu une fois pour toutes, ça, je crois que le deuil, c'est quand on peut commencer à reparler de l'autre, à parler de ce qui était avant, à parler de soi, faire des nouages, hein, de nouer les différentes temporalités. C'est une hypothèse. Merci. Alors, une autre question. Bonjour, pouvez-vous revenir sur le positionnement qu'on peut avoir lorsque l'aidant est en conflit avec les aides qui sont proposées? C'est des questions qui reviennent tout le temps et qui sont primordiales, où j'aurais pas une réponse définitive. Il faudrait pouvoir discuter et savoir comment ça se passe à la maison. Et peut-être que c'est ça que je peux répondre. C'est on ne peut pas savoir et il n'y a pas un dogme. On ne sait pas comment rentrer quand les aides sont refusées. Mais il faut continuer de revenir, même si c'est refusé. Peut-être appréhender les choses un peu différemment. S'interroger en équipe, se demander pourquoi ça marche pas. Se demander si nous, on n'est pas dans un idéal trop grand. Se demander si le refus n'est pas déjà la capacité d'une famille à refuser, c'est déjà de l'aide. Et on peut se dire, bah, en fait, on n'est pas si mauvais parce qu'on peut entendre qu'on refuse notre aide. Hein, mais pourquoi on la refuse? Qu'est-ce qui vient faire ennui? Est-ce que c'est des conflits entre les différents enfants? Un enfant qui voudrait tel truc, une maman qui voudrait autre chose? Est-ce que c'est, parce que la maison, on voudrait pas que ça bouge? Est-ce que c'est parce que, c'est insupportable d'être malade? Qu'est-ce qui vient faire conflit? Hein? Ça, c'est des choses importantes, il me semble, à interroger en équipe. C'est pour ça que je crois qu'il est important de toujours, parler les uns avec les autres et par exemple, des bénévoles entre vous. Je sais que, il y a des réunions, des groupes de parole, mais aussi des transmissions, des staffs, des lieux où on se rencontre pour parler des situations. Mais aussi les équipes, hein, les soignants, et c'est important de parler, de faire aussi des liens et ça, c'est pas suffisamment fait entre le domicile et l'hôpital, mmh, et savoir, comment ça se passe à l'hôpital, comment ça se passe à la maison, comment on pourrait intervenir. Savoir si ce qu'on veut est pas trop rapide, trop violent, trop insupportable, avec le sentiment de culpabilité beaucoup trop fort pour les proches, de laisser leur malade. Vous voyez, c'est subtil en fait de savoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du refus? Mmh. C'est compliqué en fait de répondre à des questions comme ça parce qu'il faudrait pouvoir dialoguer. Mhm. Oui. À la question suivante, simple remarque, là où dans d'autres sociétés, la famille vient contenir et servir de trépied, dans les sociétés capitalistes, on est obligé de surseoir à ce défaut d'étayage par des propositions professionnelles ou bénévoles, mais avec l'affect en moins. Voilà, c'est un propos. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Sinon, Mmh. Je sais pas parce que je pense que, quand même, on parle beaucoup du défaut des proches, de la grande solitude, on parle aussi beaucoup de, quand il a appris la maladie, il est parti en courant. Alors bien sûr, ça existe, hein, des gens qui se retrouvent tout seuls face à la maladie, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de solidarité et bon, enfin, peut-être que je suis utopiste, mais quand même, en tout cas, moi, je le vois dans les familles. Effectivement, je vois des familles très seules mais je vois aussi des familles, unies qui peuvent se déchirer, hein et là, on a certainement notre rôle à jouer pour réinstaurer, du lien, si c'est possible. On n'est pas tout puissant. Mmh. Alors, quelqu'un a posé la question du bénévole à qui on fait obstacle alors que le patient souhaiterait un accompagnement, mais vous avez déjà, je pense, répondu d'une autre façon, à moins que vous vouliez amener une précision spécifique aux bénévoles, mais est-ce qu'il y a une spécificité par rapport aux bénévoles?
de Ah ce oui, cas de figure. je suis convaincue qu'il y a une spécificité des bénévoles. Euh, euh, mais par rapport à ce cas de figure-là, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit? Euh, moi, personnellement, je pense qu'une position qu'on est beaucoup à partager. Je situe cet obstacle, euh, il existe, et lorsqu'on est au domicile, par exemple, on ne peut pas faire l'impasse de cet obstacle. Il me semble qu'on est obligé de composer avec. Mhm. Et lorsque nous sommes sur un autre terrain, et que ce soit le malade qui nous oppose un refus, je considère ce refus comme une liberté, Mhm. comme un exercice de sa liberté dont on lui doit rendre grâce. Euh, nous sommes peut-être les seuls face à qui il peut exercer cette liberté le plus facilement. Mhm. Voilà. Mhm. Euh, Tout à voilà. fait, tout à fait. Et c'est en ça que vous avez un rôle fondamental. C'est que vous êtes les seuls à qui ils peuvent dire non. Vous et les psys. Parce que nous aussi, les psys, on se fait bien jeter. Et on a à peu près la même réponse. C'est enfin, il y a quelqu'un à qui ils peuvent dire non. Et puis, on peut entendre ce non, comme vous le dites très justement, comme une liberté qui leur reste. Peut-être que le lendemain, ils pourront dire oui. Et peut-être que le surlendemain, de nouveau non. C'est ça aussi, la mobilité psychique, le mouvement psychique. Et la question, c'était quand les dents fait obstacle. Effectivement, ça, c'est plus difficile à recevoir. Oui, alors peut-être qu'à ce moment-là, on peut quand même essayer d'entendre les dents. Hmm. Et pourquoi il faudrait absolument voir le malade? Tiens, c'est bizarre. Ou pourquoi il faudrait absolument pas le voir? Tiens, c'est marrant que vous empêchiez d'y aller. C'est-à-dire qu'au lieu d'être offensé, euh, on peut, dans sa tête en tout cas, dire, tiens, c'est marrant qu'ils me disent ça. Pourquoi ils me disent ça? C'est une petite voix à l'intérieur de nous qui va nous aider à nous déplacer. Au Hmm. lieu d'être mais c'est très dur, hein. Je dis ça, c'est vraiment dur parce que, par exemple, il m'est arrivé d'aller à la maison, de voir, un monsieur, un ancien psychanalyste, donc très pu et moi aussi j'avais peur parce que c'était un ancien psychanalyste, donc il fallait pas que et il me recevait dans son fauteuil et il me demandait qu'est-ce que je venais faire là et très, très et sa femme, elle voulait absolument que je le voie. Mais en fait, il voulait pas du tout me voir et il m'a jetée méchamment. Et finalement, la femme a pleuré qu'il me jette et ça a permis quelque chose. Mais je peux vous dire que la semaine suivante, quand je suis arrivée sur le chemin, je me disais: «Mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Ça va être horrible, je vais encore me faire, insulter, ça va être trop dur». Et puis finalement, j'y suis allée, c'était encore un peu dur, mais un peu moins. Et puis, la séance suivante, c'était encore un peu plus facile. D'aborder les choses différemment, quoi. Mais des fois, on n'a pas envie d'y aller, c'est dur de revenir. Quand et je crois, c'est là où quand je dis, il faut pas se juger, c'est pas facile et encore une fois, c'est pas un diktat. On juge tout le temps et ce que je propose, moi, c'est accepter de juger. Par exemple, acceptons de juger que cette femme qui veut pas que je voie son mari, elle nous embête vraiment. Mais je reconnais que je juge et je me dis: «Tiens, mais pourquoi en fait elle fait ça?» Alors que si je me dis: «Il faut pas que je juge, il faut pas que je juge, il faut pas que je juge», et ben, je me braque. Alors que si je me dis: «Tiens, je ressens ça quand même, je ressens ça, mais comment ça se fait finalement qu'elle me fasse éprouver ça?» Hein? Et ça peut pas se faire tout seul. C'est juste en groupe. De là, mon engouement pour les groupes de parole. Mm. Mmh. Question suivante. Quand l'aidé meurt, il reste l'aidant. Comment considérez-vous la post-aidance? Ah ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il se sent abandonné et par son malade qui est mort et par, tout l'entourage qui est plus là. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que, l'aidant, il est aussi aidé par finalement l'équipe médicale qui vient et tout d'un coup, il y a plus personne. Donc comment je l'envisage? Laisser nos cartes, proposer savoir qu'il va se retrouver tout seul, le prendre en considération, réagir
au moins par le fait qu'on peut partager le fait que ça va être dur, déjà. Et puis proposer des associations, des vivre son deuil, enfin, il y a des associations aussi pour pouvoir se retrouver en tant qu'endeuillé, pour pas rester tout seul. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais vous voyez, quand vous avez commencé votre propos, j'ai cru que vous alliez dire quand l'aidant meurt et que le malade se retrouve tout seul. Mhm. Parce que aussi, c'est très courant. Alors, je sais plus le pourcentage, mais il y a un énorme pourcentage d'aidants qui meurent avant leur malade. Mmh. Et c'est une grande terreur pour les aidants de mourir avant. Hein, on le voit surtout dans les couples âgés, quand ils prennent soin l'un de l'autre et qu'il y en a un plus malade que l'autre, ils ont toujours peur et c'est ça aussi qui peut les aider à demander de l'aide. J'avais par exemple, un couple de personnes assez âgées où la femme le monsieur était malade et très dépendant et la femme avait un problème cardiaque. Les enfants voulaient absolument qu'elle aille se faire opérer, et elle voulait pas. Elle voulait pas parce qu'elle pouvait pas laisser son mari tout seul. Et puis, quand même, les enfants voulaient qu'elle se fasse opérer, mais elle me disait, en entretien, elle me disait: «Ils veulent que j'aille me faire opérer, mais ils nous ont jamais proposé de rester à la maison, pour s'occuper de leur père pendant que moi je serai à l'hôpital». Et on n'y avait même pas pensé. Hein, on pensait aux autres, à qui on allait pouvoir comment on allait pouvoir l'hospitaliser et tout. On n'y avait pas pensé. Et le fait qu'on y pense ensemble, ça a circulé et finalement les enfants sont venus, hein. Mais ça pouvait pas se penser avant. C'est ça, je veux dire, parfois aussi, on est dans l'empêchement. Alors, on peut se dire: «Mais les enfants, ils y ont même pas pensé». Mais ils avaient pas pensé. La mère, elle faisait barrage, en fait, psychiquement. Et donc après, elle a pu aller se faire opérer, mais sa hantise, c'était aussi de pas se réveiller du bloc opératoire. Donc elle préférait prendre le risque de pas se faire opérer. Dire que tout ça, c'est tellement dans des intrications subtiles entre l'aidant, l'aidé qui est malade, avec le grand âge. Ça se voit encore plus, hein, où les aidants sont aussi vieux que et même, les gens très, très, très âgés, leurs enfants, ils ont aussi 80 ans, quand l'autre, il a 100 ans. Vous voyez, on est de plus en plus vieux. Mmh. Merci Hélène. Je crois que nous allons nous diriger un petit peu lentement vers la fin de ce webinaire. Oui. Euh, j'ai envie de vous partager un merci qui me semble rassembler beaucoup de ces sentiments exprimés sur le chat. Un grand merci à Hélène Viennet pour sa douceur, sa sensibilité et la clarté avec laquelle elle présente ces situations très diverses. Merci à vous. Voilà, Associé à de multiples merci, hein, Hélène. voilà. Mais je vous remercie, moi, beaucoup et d'être là et de vous préoccuper, non seulement des malades, mais aussi des proches. Il me semble que c'est un sujet très important. Je voudrais juste peut-être, avant de clore, dire un mot sur les proches aidants, les proches, les petits, les enfants, hein, les jeunes. Je dis les proches, n'importe quoi. Je voulais dire les jeunes aidants. On commence à en parler beaucoup avec l'association JADE, entre autres, qui s'occupe vraiment des enfants de parents malades. Et je crois que plus on sera nombreux à sentir et à savoir que les enfants sont susceptibles d'être les aidants de leurs parents ou de leurs grands-parents et ils passent à l'as parce qu'ils ne le disent pas, ils ne le savent même pas, encore moins, que les enseignants ne le savent pas, qu'on ne parle pas de la maladie, de la mort à l'école, plus on va pouvoir aider et les professeurs et le social et les voisins à pouvoir aussi prendre en compte les petits enfants ou les enfants moins petits, les jeunes adultes qui sont dans ces situations-là et qui n'ont pas beaucoup d'aide. Voilà, quand même, ça c'est important pour moi, de relayer sur tout ce qui se fait en ce moment autour des jeunes aidants. Merci à vous pour... Quelqu'un demande à ce que vous représentiez votre livre, s'il vous plaît. c'est à l'écoute des proches aidants. Que vous le mettiez contre vous, Hélène. Mettez-le bien contre vous, merci. Voilà. Sinon, avec il faudrait s'approcher plus. Voilà, parfait. Ah, Ah, vous avez disparu. À l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie. Publié chez Célie Arslan, une éditrice que je vous conseille de regarder. Elle publie plein de livres extrêmement intéressants sur les soins. Beaucoup de témoignages de soignants dans divers lieux, toujours très riches.
Merci beaucoup. J'espère, Laurence, que vous avez pu noter les références. OK. Merci à vous. Merci de m'avoir invitée. C'est Et un très grand plaisir partagé. au revoir. Marie-Martine, tu veux dire un mot? Non, non, mais je te laisse conclure comme prévu, et Evelyne va. Ben, écoutez, voilà. Merci à vous, Hélène. Merci beaucoup pour votre temps. Merci infiniment et je suis ravie de voir que beaucoup des gens présents ce soir ont apprécié et nous essaierons tous ensemble d'en faire un très bon usage. Merci beaucoup, Hélène. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, Hélène. Merci à vous tous, tous les participants. Bonne continuation. Très bonne Travaillez soirée. en équipe. Merci. À vous aussi. Et Au bonne revoir. santé, oui.